parce qu'on sera peut-être pas trop d'accord. Le RH ne sont pas stratégiques. Moi, je suis pas d'accord. Poum, 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 poum. Allez-y, Claire. Je pense que c'est une des affirmations les moins vraies qu'on a fait depuis le début avec celle d'avant là. Je suis pas d'accord parce que en réalité, notre fonction ne pousse pas forcément à être stratégique. Ça, je suis ok. Par contre, c'est pas parce qu'on est RH qu'on n'est pas amené dans certaines organisations à prendre la parole quand il y a des réorgs, comme tu disais tout à l'heure, quand il y a des sujets de stratégique, de gouvernance, de promotion, de choses qui sont quand même qui ont une importance assez grande, qui ont un impact. Donc j'ai envie de dire évidemment quand tu rentres dans une boîte et que tu es chargé de RH, tu vas pas faire de la stratégie, évidemment. Comment ça ? Mythe s'effondre. Moi, je pensais que tu oui, pensais mais moi, à j'ai plein de stagiaires qui pensent que oui. Alors, donc là, tu l'annonces comme ça, toi. Désolée. Sans disclaimer, sans rien. On a vu ce qu'on a dit avant. Je veux dire, mais moi, j'étais encore un peu comme ça. Mais alors, avec ce que tu viens de dire, partez. S'il n'y a plus de stratégie. Mais en même temps, moi, un COMEX sans RH, je ne comprends pas. Je comprends pas comment tu peux faire une stratégie de boîte sans des RH, pour le coup. Mais il y a plein de boîtes qui s'en fichent parce qu'elles pensent que c'est pas important. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même amené très souvent à avoir des sujets people. Les gens ont plutôt globalement compris que si tu as envie de faire fonctionner une boîte, il fallait compter avec l'humain qui, de plus en plus, cherche du sens dans sa fonction, par exemple. C'est un peu pénible, d'ailleurs. Les médailles du travail, c'est vachement mieux. Tu vois je m'en doutais. J'ai marre. Je plaisante. Vous avez pensé à l'expression de Brigitte De Brigitte. Contera. Contera, évidemment, la jeunesse. Mais non, mais tu vois, alors que pour moi, il faut compter sur les RH pour ta stratégie de et comment tu pilotes ta boîte à 6 mois, à 1 an. Pierre, je suis d'accord avec Claire. Mais c'est un petit d'accord. Un petit d'accord, oui. C'est un petit d'accord. Je pense qu'on reste quand même une fonction où, un peu comme je sais plus si c'est le deuxième préjugé ou le troisième, sur le côté très administratif, je pense qu'il y a eu une évolution aussi de la fonction RH. On a quand même été souvent mis de côté parce qu'on avait aussi une fonction administrative. Donc du coup, la fonction RH a évolué sur ce côté-là. Je pense qu'on a encore énormément de difficultés. C'est peut-être pas non plus, je généralise pas, mais la place du RH dans un CODIR, dans un COMEX, je pense qu'il y a encore énormément de personnes qui doivent se battre auprès de leur DG pour se faire entendre. Ouais, mais toi, quand tu cherches une boîte, typiquement en termes de recrutement, tu vas aussi cibler des boîtes où tu sens qu'il y a un DG ou une direction qui est ouverte à faire des choses pour la RH. C'est un critère de recherche. Oui, mais tu te rends compte que c'est encore parfois un sujet qui est, alors je dirais pas sensible, mais où tu sens le DG est pas très à l'aise parfois en disant oui, il y a une place, oui, j'adore l'humain, quoi. Moi j'adore l'humain. Moi, je veux dire, tu te rends compte que t'es pas dans un codir, tu te dis ok, alors, du coup l'humain, ok. Donc et après t'as des DRH qui aussi sont pas, enfin tu sais, tu parles de la direction, mais aussi t'as des DRH qui sont pas forcément armés pour aller parler de ces sujets-là. Enfin, tu vois, ça va dans les deux sens, je trouve. Ouais. Ah oui. Après, je pense qu'il n'y a pas une seule fonction qui doit être c'est sûr absolument que dans le codir. T'as une direction qui s'en tape, plus un mec qui est pas capé. Enfin, c'est combo gagnant, je crois. C'est combo gagnant. Mais pour moi, en tout cas, il faut absolument qu'on le soit stratégique parce qu'on a besoin aussi d'avoir cette vision-là business. Et donc de comprendre finalement le business et pour qu'on puisse aussi y répondre de manière RH, de manière opérationnelle. Mais encore faut-il s'y intéresser parce que je pense qu'il y a plein de DRH, le business. Moi, je suis je trouve que c'est intéressant même, tu vois, de savoir c'est quoi un EBITDA, c'est quoi ton CA, les marges dont tu parlais, le pilotage de la masse salariale. Mais je pense que les RH qui sont venus pour gérer de l'humain, faire du coaching, de l'accompagnement. Sont hyper éloignés de ça. Sont hyper éloignés de ce DRH stratégique. Ça, c'est clair. Donc, je pense que c'est aussi de la perso et comment tu le disais tout à l'heure, mais si t'amènes par les chiffres, en discutant avec ton CFO, avec ton CEO, et pas forcément que sur la, entre guillemets, corde sensible de l'humain, je pense que tu peux plus facilement réussir à te faire aussi accepter comme un incontournable de... Quand je fais ma stratégie et mes réorgs et que je dois couper ou recruter, en fait, mon DRH, il est là et je lui pose des questions et je l'implique. Oui, il a de l'input. Ouais. Mais après, ça dépend. Alors, vous me direz, ça dépend de ce qu'on y met derrière le mot stratégique, qui est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Oui, parce que franchement, marketing stratégique, tout le monde est stratégique. Même le stagiaire est stratégique. C'est formidable, je veux dire. C'est même le stage d'observation de 3e, il est stratégique. Alors, partant de là, ça règle un peu le sujet. Ou je sais plus qui disait qu'il était étonné parce qu'il n'avait pas eu d'impact. D'une semaine, c'est normal, non? Ça me paraît choquant. Donc déjà, ce mot, il est devenu complètement galvaudé. Ça va dans la même case. Dans pas longtemps, attention. Stratégique, on n'est pas loin de bienveillance et de la résilience. On est à 2 doigts de franchir le cap. On est à 2 doigts du gadget. J'avais déjà oublié la résilience. Mais oui, non, ça revient. Et donc déjà, c'est le premier point. C'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot stratégique?
Parce que finalement, tu mets assez vite le terme business. Et effectivement, pour moi, il y a un lien avec le business, mais comme tu le soulignais, je trouve qu'il y a beaucoup de RH qui se disent HR business partner, comme j'aime à le dire, c'est donc RH business partner, RH comme son nom, HRBP. Donc business partner, c'est comme l'une des rares fonctions où tu as quand même besoin de rajouter BP. C'est pas sûr quand même. Hein, donc on se dit, on va quand même se le rajouter. Je m'étais jamais fait la réflexion. Ah bah si, moi ça m'a toujours sauté aux yeux. Tu le vois pas en marketing, pas en commercial, pas en financier. Tu vois pas CFO business partner. Tu vois pas CMO business partner. HR, tu dis dans le doute, ils sont capables de pas être business du tout. On va le rajouter sur une fiche de poste. On sait jamais, on va gagner un peu de points. Donc tu mets HR business partner parce que pour de vrai, on sait qu'il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, comme j'aime à le dire, c'est la seule fonction qui a changé autant d'intitulé de poste en 10 ans. Et bon, là maintenant, on est tranquille, on est directeur de la richesse humaine, mais tout est dit. Ça veut dire que le HR business partner, quand tu es directeur de la richesse humaine, t'as pas... désolé pour ceux qui le sont, moi je trouve qu'il n'y a pas plus bullshit que ça. Donc ça en est presque gênant en fait. Et sur la partie strat, de mon point de vue, le DG, c'est quand même une entité économique. Donc tu as besoin de t'appuyer sur des fonctions qui vont pouvoir aussi t'aider aussi bien en termes de développement. Demain, tu ouvres une nouvelle entité, une nouvelle BU où tu réorganises. Tu as besoin d'avoir un mec qui percute. Et pourquoi tu le fais ? Parce que c'est nécessaire d'apporter du sens. C'est-à-dire ouvrir une nouvelle BU, il faut former, mais tu ne formes pas pour former. Ouais. Tu formes parce que c'est un marché plus rentable ou un marché plus porteur ou parce que derrière, tu as moins de concurrents, plus de concurrents, j'en sais rien. Et je trouve que beaucoup de RH, quand tu écoutes un peu les postes dont ils te parlent, déjà, ils en parlent très peu. Moi, j'ai toujours été frappé. Moi, j'étais dans une boîte où, franchement, dans le transport, il y avait plein de métiers, je ne les comprenais pas. Et j'ai toujours assumé, j'ai toujours dit, franchement, je ne comprends pas. Et en fait, 95%, à l'exception de mon DRH, qui se reconnaîtra, Antoine, qui connaissait très bien les sujets, le reste, il ne savait même pas de quoi il parlait. Tu sentais que chacun copiait ce que disait l'autre dans des vaguement entretiens de recrutement. Et ça donnait une espèce de glow-gloubi-boulga. Non, mais vous allez poser les questions opérationnelles. Oui, du coup, tout, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je vais tester la personnalité. Ok, moi, c'est intéressant. Donc, déjà, tu as la partie où pas du tout à l'aise sur cette partie, mais en même temps, ça lui va très bien. Et quand tu échanges en disant, mais c'est quoi vos besoins ? Oui, tu auras des besoins de recrutement, mais c'est quoi votre stratégie ? Vous êtes sur quoi ? Et là, honnêtement, je trouve que c'est le désert. Quoi. Souvent, tu sens vraiment que. On en parlera avec mon manager. Moi, je déteste. Donc c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que c'était important aussi de limite faire du vie ma vie parfois, d'aller parler avec les collaborateurs de leur métier, etc., d'essayer de comprendre concrètement. Parce que franchement, se retrouver à poil en entretien de recrutement où le gars te pose une question et tu dis. Vous verrez avec le manager en second entretien. Combien de fois ? Mais la crédibilité, à la fin, qu'est-ce qu'ils se disent les gens ? À quoi il sert ? Mais clairement. Ça va être pour tester la personnalité. Ouais, et même, moi, ce qui me pose problème, on en revient sur la partie stratégique. Pour moi, l'un des trucs qui est super à la base dans la RH, en tout cas, ça fait partie des choses que moi j'appréciais beaucoup, c'était détecter des gens ou qui n'avaient pas forcément été détectés. Un truc, tu disais, il y a quelque chose, ou elle a quelque chose. Elle. Et donc de penser à l'organisation. Mais pour ce faire, tu as besoin de comprendre. Qu'est-ce que tu veux faire ? Une organisation, tu ne peux pas aller voir le DG pour dire, écoute, tu vas me trouver cinglé. Mais là, j'ai entendu qu'on avait des problèmes sur ça, sur ça, sur ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Si derrière, lui, on lui fait faire ça, et elle, on lui fait faire ça, ça va te sembler dingue, mais moi, je pense qu'il y a un truc à faire. Les DRH vont être hyper démagos, vont dire oui, c'est ce qu'on fait, c'est pas vrai. Désolé, franchement, qu'on arrête la flûte, c'est pas ce qu'ils font. Ils suivent le DG et le DAF. D'ailleurs, honnêtement, combien de DRH sont coiffés sous les DAF ? Tu vois l'inverse, toi ? On avait l'occasion d'en parler. Donc, je trouve que chacun s'achète un peu une conscience et de mon point de vue, il doit être quasiment plus opérationnel, mais pas au sens d'être sur le terrain. Il doit comprendre c'est quoi les enjeux des clients qui sont B2B en B2C. Pour demain, se dire les nouvelles compétences des salariés, moi je vais te le dire, c'est ça et c'est ça, parce que je me suis rendu compte que sur ça, il était à l'ouest. Et du coup, tu es crédible. Sinon, pour moi, tu es toujours sous la coupe du DAF qui dit voilà ton budget. Tu peux pas le défendre. Et le DG qui va dire voilà, et tu peux pas dire je pense qu'il y a un truc à faire. On peut aller plus loin sur ça. Moi, j'ai très peu vu. J'en avais un, si je me souviens, dans le BTP, il m'avait impressionné. On m'avait dit, bah oui, c'est un ancien opérationnel. Ah oui, tu m'étonnes. Mais pour le reste, tu réponds plus à un budget qu'autre chose. Clairement. Tu réponds plus à un budget. Et c'est le problème. Moi, je trouve que c'est ça qui fait que certains DRH sont hyper inspirants, que tu as envie de les suivre et que quand ils parlent, tu te dis waouh, en fait, c'est parce que le mec, il a été au fond des sujets et qu'il les connaît sur le bout des doigts et qu'en fait, il est business partner comme en fait plein de RH ne sont pas. Exactement. Et qui s'inventent des vies, qui s'inventent vraiment un côté business et quand tu creuses, mais en fait, t'es pas business du tout. Tu répètes vaguement l'ordre du jour que t'as entendu en codir, mais c'est pas ça business. Ouais. Le dernier, parce que finalement, avec son boulot de planqué, le RH est au moins à l'abri du burn-out.
Oh là là, c'est dur ça, hein. Ouais, c'est ça, dur. Je sais pas qui a cette Je sais idée. pas, c'est Michel, je pense, qui a mis ça. Mais en soi, je pense qu'il y a pas mal de DRH qui font des burn-out justement parce qu'ils ont une réalité qui est complètement différente en fait, entre ce qu'ils projettent de la fonction et ce qu'ils vivent au quotidien. Ouais, pour moi, c'est ça le plus donc, fort, c'est ça. Du coup, je pense qu'il y a plein de RH qui sont mis à mal dans leur fonction, qui se reconvertissent, qui quittent le job, ou qui se foutent en arrêt aussi. Moi, j'en ai connu. Où tu as des boîtes qui enchaînent les RH, hein, parce que tu vois les annonces sur LinkedIn de la boîte, ça fait 3 fois en 6 mois et demi qu'elle cherche un DRH. Très sincèrement, je pense qu'il y a énormément de gens justement qui sont juste au cœur des sujets, notamment de licenciement, notamment des sujets difficiles à faire porter, ou une direction complètement toxique où tu te dis mais putain, ça va être long. Ça va être très très long, voilà. Et t'en as plein qui sont pas bien. Franchement, un planqué, clairement pas. Franchement, je trouve que c'est limite un peu insultant pour la fonction, et je suis pas sûre qu'il y ait d'autres fonctions qui soient entachées comme celle-ci, comme la nôtre, sur ce type de réflexion. C'est clair. Je vais rejoindre en tout cas les dires de Claire, et peut-être limite même insister, c'est je pense aussi depuis la crise sanitaire où on nous a aussi mis en avant sur le côté heureusement que les RH sont là pour avoir supporté. Vous a pas applaudi. On aurait peut-être pu vous applaudir. Sur LinkedIn, je pense qu'on aurait pu on aurait eu la fonction, je pense qu'on l'aurait ça aurait pu se faire, je pense. Ils sont passés à côté de quelque chose. Je pense à contre-cœur, en fait, on a été projeté sur le devant de la scène pour nous dire en tant qu'acteur important de ça. Et je trouve que là, on est en train de subir finalement le contre-coup de ça, c'est-à-dire maintenant, il va falloir gérer l'après-crise, parce que clairement, on est dans une après-crise sanitaire, mais dans une nouvelle crise économique. Il y a l'inflation à gérer. Dans certains domaines, plus particulièrement sur l'écosystème start-up, on se rend compte que ça va être quand même assez compliqué en 2023. On le voit aux États-Unis, je pense qu'on va le voir en Europe. Donc, c'est peut-être un épisode d'ailleurs. Et du coup, on nous dit clairement, du coup, vous avez fini la crise sanitaire, vous allez pouvoir en refaire une autre. Et je pense qu'on subit plutôt ce marketing, on va dire. Et puis t'es touché émotionnellement aussi, parce que quand t'es RH, quand t'es DRH et que tu vois partir les gens, ou c'est toi qui dois accompagner dans ces départs-là, tu parles de crise économique, mais clairement, pendant les subprimes ou même cette crise qui s'annonce, ou actuellement, où t'as quand même pas mal de boîtes qui dégraissent, on le voit, émotionnellement, c'est dur d'être complètement détaché. Tu sais que tu le fais pour le bien commun et pour que ta boîte, elle continue à performer dans le temps, mais en soi, c'est hyper dur, clairement, et c'est la fonction qui est la plus exposée sur ces sujets-là, mine de rien. Clair. Mais c'est vrai que souvent, parce que quand tu parles des RH, finalement, ça recrute et ça licencie, il y a parfois où quand le RH il est amené à faire l'entretien, les gens ils se disent que c'est un plaisir incommensurable, mais pas du tout. Mais la majorité ils prennent pas un orgasme comme ça en disant vas-y, je vais pouvoir te le décrire, est-ce que t'as faute, mais c'est pas sympathique. Parfois surtout on apprend des choses qu'on aurait dû nous cacher, et on se dit c'est marrant, j'avais pas eu ça du manager, c'est rigolo, ça va être long cet entretien. Donc c'est pas du tout. Moi, je suis plein effectivement de commisération pour les RH qui sont amenés à organiser des départs, parce que c'est pas sympa, parce que parfois c'est organiser des départs. On pourrait aussi faire un chapitre parce que c'est pas du tout évident. Et sur la partie burn-out, j'ai entendu peu de RH être en burn-out du fait de leur, contrairement à ce qu'on peut, la croyance, du fait de leur charge de travail. C'est-à-dire que globalement, je trouve qu'il y a une vraie résistance avec les cadres ou les cadres supérieurs et singulièrement les RH qui disent non mais ça je peux absorber et c'est normal, c'est partie du job, je suis bien payé dans l'organisation, donc que je fasse de temps en temps 10, 12, 15 heures, parce que oui, moi je veux bien qu'on vous dise qu'un DRH ça fait 35 heures, c'est pas vrai, ça c'est ok. En revanche, moi je trouvais que les RH qui craquaient le plus c'était conflit de valeur hyper fort. Pour moi, c'est le sujet où quand on doit annoncer quelque chose et qu'on fait faire l'inverse. Ça, c'est dur. Qu'on promeut des gens et tu dis, mais sincèrement, c'est pas juste. Ça, c'est dur. Qu'on conserve des gens qu'on ne devrait pas conserver. Ça, c'est dur. Et qu'il faut parfois être dans des exemples. C'est vrai qu'on avait parfois des communiqués de presse avec machin a fait X milliards. Et là, tu dis aux gens, il va falloir que je leur explique avec un grand sourire qu'il n'y aura rien pour eux. Eh ben, ça va être long quand même. Parce que là, on a dû dégraisser quelques mois avant, alors qu'on fait faire la meilleure année de notre vie. Quoi. Et ben ça, moi, je trouve qu'on n'en parle pas, mais c'est quand même un positionnement qui est extrêmement difficile. Parfois, tu te dis, même moi, je ne suis pas à l'aise. Et parfois, tu as envie de dire, vous avez raison de parce que c'est à toi d'annoncer que justement, il n'y a pas d'augmente. Et que du coup, c'est une évidence. Et je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent en face. Alors que tu as envie de dire, mais moi, je suis d'accord. Enfin, mon moi intérieur est d'accord, mon moi extérieur ne l'est pas. Mais tu as bien compris qu'on avait un contact entre les deux. Donc tu as un énorme conflit de valeurs et qui est devenu, je trouve, très très compliqué et dans lequel, pour moi, les directeurs généraux n'assument pas vraiment non plus. C'est pour ça que j'aime bien poser la question, qu'est-ce que vous attendez de vos DRH ? Je trouve qu'on est bienvenu dans la flûte parce que c'est toujours des choses extraordinaires, à part certains un peu honnêtes, mais quand ils sont honnêtes, on leur rentre dedans.
Moi, c'est toujours ce qui m'agace, c'est qu'on a des patrons qui expliquent vraiment ce qu'ils attendent. C'est un DRH qui recrute et qui est licencié, qui accompagne. C'est partie du job. Et là, foncièrement, d'un côté, je trouve un peu ce qui s'est passé là pour les GAFAM. Je me dis, on tient pour responsable les dirigeants qui ont décidé de prendre et qui assument en fait leur truc. Je trouve ça assez honnête. En France, je trouve qu'on est quand même. Après, c'est parce que tu peux pas. C'est parce que tu peux pas le faire aussi. Bien sûr. Aux US, ils ont une flexibilité où tu peux envoyer un mail à tes collabs en disant si tu vois ce mail dans ta boîte dans 2 minutes, c'est que tu es viré. Nous, on peut pas le faire. Eh bien, on terminera sur ce propos là, qu'on sera peut-être d'ailleurs l'objet d'une autre rubrique. En tout cas, on était ravis de pouvoir participer, partager avec vous les préjugés que vous avez peut-être. N'hésitez pas à peut-être en mettre d'autres qu'on a loupés, qu'on a laissé passer. Et en tout cas, j'espère que vous allez passer aussi bon temps que moi. Ça veut rien dire cette phrase. Qu'on en a eu à organiser cet événement. À très bientôt pour l'épisode numéro 10. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.